chatbot, c'est un agent avec lequel on va pouvoir interagir afin de pouvoir avoir généralement, des réponses à nos questions. Mais l'avantage de Sally, c'est qu'elle va vous permettre d'aller un peu plus loin que ce que fait un chatbot standard, c'est-à-dire que Sally va vous permettre de pouvoir traiter un premier niveau de requête, c'est-à-dire que au lieu de lui poser des questions simplement et d'avoir simplement des requêtes, je vais pouvoir mener des actions avec Sally pour que ma requête puisse être traitée. Alors, comme tout chatbot, Sally est accessible via une petite bulle sur n'importe quelle plateforme que vous aurez. Quand je dis plateforme, ici spécifiquement, on parle du web. Donc, avec un clic, j'ai accès à Sally. Et en fonction de vos processus métier, de vos exigences, Sally est capable de pouvoir, comme j'ai dit, traiter vos différentes requêtes. Donc, pour ce webinaire, on va vous présenter deux workflows, notamment le premier qui est le workflow de prise de rendez-vous et le deuxième qui est un workflow d'ouverture de compte. Alors, par exemple, un utilisateur qui veut parler avec Sally, ce qu'il fait, il écrit. Ou alors, il fait la commande qui est le dicte. C'est-à-dire qu'on va faire du speech tout texte. Comme je ne suis pas forcément alphabétisé, je ne sais pas écrire, alors pour parler à Sally, je vais juste lui parler, tout simplement via la commande dont j'ai parlé. Et une fois que je parle, ce que je dis, voilà. Et une fois que je parle, ce que je dis est retranscrit en texte. Et comme j'ai dit, ce n'est pas, c'est un agent virtuel, donc ce n'est pas une FAQ. Vous voyez ici, c'était une FAQ standard, quelque chose qui était déjà scripté, par exemple, tout ce que je viens de faire là, qui était totalement imprévu, n'allait pas donner de résultats. Mais comme vous le voyez, Salim m'a répondu. On va entamer le premier workflow qui est le workflow de prise de rendez-vous. Donc, ce que je vais dire, c'est que, bonjour, je veux prendre un rendez-vous. Par exemple, très rapidement, Sally a compris ce que je veux et Sally m'a répondu. Elle me dit, bien sûr, je vais vous aider, etc. J'ai la possibilité aussi de ne pas forcément écrire, de ne pas forcément faire de notes vocales en griffe. Je peux directement cliquer sur les petites bulles qui s'affichent. Donc, je vais dire première consultation, par exemple. Sally va faire regarder dans le système de Experience Healthcare et puis elle va me faire un retour. Je vais lui dire le plus tôt possible. Elle me dit très bien, souhaitez-vous une consultation sur place, etc. ou à distance. Je vais dire sur place. Je vais saisir mes différentes informations. Donc, avec Sally, on a des formulaires interactifs qui se créent au fur et à mesure qu'on discute avec elle pour pouvoir en fait récupérer les différentes informations. Donc, on parle vraiment d'une interactivité qui se fera avec le client et le chatbot. Une fois que je saisis mes informations, ces informations sont envoyées dans votre infrastructure interne, sera traité dans votre infrastructure interne. Et une fois que le résultat est bon, c'est ramené dans Sally. Et j'ai un petit résumé, par exemple, pour ce parcours où le médecin a été choisi, la date a été choisie. Et Sally me demande, par exemple, quel document est-ce que je veux savoir quel document est-ce que je dois apporter. Si j'ai dit oui, Sally va vérifier dans le système de Experience Healthcare. Et elle me répond maintenant en me disant, ah, voici ce qu'il faut apporter comme document, etc. Donc, c'est un premier parcours pour vous montrer un peu ce que Sally est capable de faire. Donc, on remarque bien qu'au lieu d'être une simple FAQ où je vais poser des questions et elle va me répondre, Sally est capable de pouvoir prendre en charge un premier niveau de traitement. Donc, c'est comme un agent d'accueil, mais vraiment virtuel. On n'est plus restreint par un boulot d'étranglement pour dire que l'agent physique, est engorgé, il ne peut pas traiter plusieurs demandes, il y aura une longue file d'attente. Non. Sally, avant même que la personne ne se rende sur le lieu physique, est capable de traiter, comme je l'ai expliqué, un premier niveau d'information. On va prendre le cas d'un deuxième workflow, qui est le workflow d'ouverture de compte, pour voir un peu ce qui se passerait, par exemple, dans le cas où Sally serait implémenté dans une banque. Donc, quand je dis que je veux avoir un compte, Sally me dit avec plaisir, je vais vous accompagner étape par étape, etc. Donc, je vais notifier la nature du compte que je veux ouvrir, je vais spécifier l'usage du compte, si c'est professionnel, si c'est personnel. Une fois que c'est fait, je vais saisir les informations nécessaires à Sally pour qu'elle puisse faire un premier niveau, je précise bien un premier niveau du traitement de ma requête. Une fois que c'est fait, c'est envoyé dans votre dashboard interne, que ce soit un logiciel métier que vous avez en interne, que ce soit un CRM que vous utilisez, tout votre core banking system est capable de communiquer avec Sally, ou je précise, Sally est capable de communiquer avec votre core banking system afin de pouvoir envoyer, récupérer des informations, etc. On va terminer le workflow. Voilà, lui transmettre.
Voilà, merci pour votre confiance. Donc, comme vous voyez avec les deux parcours que je vous ai présentés, Sally est capable de pouvoir interagir avec le client et de pouvoir récupérer les informations dont vous avez besoin afin de pouvoir traiter son premier niveau d'information. Mais c'est trop simple présenté comme ça. Qu'est-ce qui se passe réellement derrière? Eh ben, il faut savoir qu'en plus d'avoir cette petite bulle avec laquelle les différents usagers pourront communiquer soit par écrit, soit par note vocale, ou bien avec les différentes bulles de suggestion, et aussi au-delà du RAG, si je dis par exemple, mais qui est experience? Exemple, Sally va aller puiser dans sa base RAG, parce que c'est un chatbot RAG. Un RAG, c'est quoi? C'est que, en plus du fait qu'il y a une IA qui tourne derrière, Sally est capable de recevoir un nombre de données, on va dire ça comme ça, sur lesquelles elle va indexer des vecteurs. Et après avoir indexé ces vecteurs, quand vous lui posez une question qui n'a rien à voir avec le workflow, par exemple, de création de compte, de prise de rendez-vous, Sally est capable d'aller rechercher dans sa base RAG, dans sa base vectorielle et de faire ressortir l'information pour pouvoir répondre directement au client. Donc, en plus de tout ça, qu'est-ce qui se passe réellement derrière? Il faut savoir que Sally a une interface backend que je vous présente, c'est l'admin que vous aurez dans votre entreprise, avec laquelle il y a une partie qu'on appelle le studio, notamment ce que vous voyez, qui permet de pouvoir modéliser point par point votre processus, notamment les deux processus que je vous ai montrés, le processus d'ouverture de compte, je vais zoomer un peu, le processus d'ouverture de compte et le processus de prise de rendez-vous. Donc, avec cette interface studio, vous pourrez modéliser totalement, en fait, tout votre système métier, tous vos processus métiers, tous les processus que vous voulez rendre possibles dans sa liste sont totalement faisables ici. Et donc, à partir de là, vous, en tant qu'entreprise télécom, vous, en tant que banque, vous, en tant que n'importe quelle entreprise, vous avez la possibilité de passer tous vos workflows directement dans le studio afin que ça puisse traiter toutes vos requêtes clients, simplement. Et comme je l'ai dit, c'est du visuel. Vous voyez, c'est vraiment du visuel. Il n'y a pas de notion de code à avoir. C'est pas, faut pas savoir coder pour utiliser. C'est vraiment du visuel. Je dépose un objet, je le colle à un autre, etc. Comme ça, c'est du visuel qui se fait. C'est pas du code. Il faut pas avoir des notions de code, etc. Tout le monde peut venir modéliser ces différents processus ici, et ça vous permet à vous d'avoir une vision claire de comment est-ce que je traite mes processus. Comment est-ce que l'IA est capable de rentrer dans mon entreprise? Comment est-ce que comment est-ce que je peux voir la valeur, la plus-value de l'IA immédiatement dans mon entreprise? Quand par exemple j'ai cette interface qui me permet de savoir que peut-être que là, au lieu de récupérer les informations du client, j'aurais dû par exemple poser une condition, ou alors si par exemple je dois interagir avec le système d'une autre entreprise parce que je suis en sous-traitance avec l'entreprise B, je peux faire un appel API pour pouvoir récupérer telles informations. Ça vous permet en fait de pouvoir voir immédiatement quel est l'apport de l'IA à votre entreprise. Et je pense bien que c'est là le thème de ce webinaire. Si je me trompe, monsieur Gédéon. Et effectivement, c'est d'où le thème, d'où l'intérêt que nous portons donc à ce thème. Nous avons une question qui nous a été posée par M. Coulibaly Drissa. Alors, je pense que cette question elle est plus adressée à Mme Flan. Il nous dit, au-delà de la peur de perdre leur emploi, de nombreux collaborateurs craignent que la digitalisation n'ajoute une surcharge de travail à leur quotidien ou redoutent la complexité technique. Quelle est donc la méthode à adopter pour transformer cette résistance au changement en une adhésion réelle et comment mesurer l'approbation effective des outils par les équipes sur le terrain? C'est une très bonne question que Drissa a posée parce que c'est une question qu'au niveau du comité de direction, on a souvent ce type de questions et on cette peur quand on parle d'intelligence artificielle ou d'automatisation avec l'ensemble des collaborateurs. Mais moi, j'ai l'habitude de dire, et que sur plusieurs types de conférences en Côte d'Ivoire ou ailleurs, on en parle, l'intelligence artificielle ne vient que automatiser ce qui est friction et ce qui est déperdition, et ne vient qu'améliorer la performance. Alors, ce que je répondrais à Drissa, c'est que pour moi, avoir peur de ces outils qui arrivent et de ces agents qui sont en train d'être créés n'est pas la bonne solution. C'est plutôt les connaître, les maîtriser
pour voir quel est le champ d'action et le périmètre sur lequel je peux apporter de la valeur. Je prends un exemple clair. On en parle souvent en interne ici. On nous dit que l'intelligence artificielle Claude fait du vibe coding. Et certains en riront derrière leur ordinateur. Alors, le premier réflexe des collaborateurs, c'est « Ouh là là, on va perdre notre emploi parce qu'on est développeur, on va plus faire de la programmation, donc on va perdre l'emploi. » Et moi, je dis non, il faut pas, parce que quand on a un agent qui, lui, traite des tâches qui sont des tâches qui étaient des tâches pénibles, moi, je m'assure de manager cet agent, de l'architecturer pour qu'il soit plus efficace et pour qu'il corresponde à mon environnement. L'exemple clair de Claude Code. Pendant qu'il fait la programmation, avant qu'il fasse la programmation, je dois être capable d'architecturer ce qu'il va programmer. Je dois être capable de builder ce qu'il va programmer. Et donc, je ne suis plus un codeur, mais je suis un architecte du codage, et je suis celui qui va venir apporter de la sécurité à ce qui a été fait. Donc, le métier va changer, le métier va évoluer, et moi, je dois me transformer pour assurer que je garde mon emploi. Mais si je reste statique et si je ne suis pas capable d'aller vers ce changement, eh ben évidemment, je serai obsolète et je fais partir de ceux qui, un jour, ne seront pas forcément les plus compétitifs sur le marché de l'emploi. Donc, je pense qu'il faut s'adapter à ces changements-là, il faut trouver sa place et il faut surtout se transformer rapidement et accepter le fait que cette transformation est très rapide et continuer à se former. Il faut s'auto-former. Et il faut demander des formations à son employeur pour continuer à monter en compétences et à manager ces nouveaux outils qui arrivent. Eh bien, merci beaucoup, Madame Flan. Je pense que M. Coulibaly a eu une réponse plus ou moins claire de sa question. Et c'est assez évident de dire qu'aujourd'hui, l'IA ne vient pas pour retirer des emplois, mais plutôt de pouvoir améliorer le quotidien de tout un chacun, que ce soit autant au niveau des collaborateurs qu'autant des managers. Moi, j'ai une question qui m'a été posée, que j'ai plus ou moins préparée. Alors, je demandais tout à l'heure, comment est-ce qu'aujourd'hui, le manager de proximité, bien sûr, pourrait incarner le changement sans devenir un goulot d'étranglement? Elle est pour qui cette question, Gédéon? Pour vous, Madame Flan, pardon. Alors, le manager de proximité, son rôle va changer. Vous savez qu'à la base, le management avait été créé pour du contrôle, c'est-à-dire qu'on faisait travailler des gens, et particulièrement à l'ère du taylorisme, on faisait travailler des gens et ces gens-là devaient être contrôlés, suivis par un individu qui rendrait des comptes à sa hiérarchie. Et c'est ce qui a été décliné ensuite, et on a parlé de management, de proximité, de leadership et toutes ces choses. Donc aujourd'hui, la notion de leadership n'a plus le même sens qu'il y a 5 ans. La notion de management n'a plus le même sens qu'il y a 5 ans. Le manager doit être lui-même capable de transformer son style de management. Donc c'est un style de management maintenant d'adhésion, d'exemplarité. C'est un style de management de compétence. Si je n'ai pas la compétence pour pouvoir accompagner mes collaborateurs, je ne saurais pas les manager. Alors, la notion de compétence ici, elle n'est pas forcément technique. Elle est plutôt, pour moi, à une dimension de connaissance de son environnement, de son écosystème pour mieux diriger ses collaborateurs. Donc, le manager de proximité, il devient, si vous voulez, un guide finalement. Plutôt qu'un manager qui contrôle, plutôt qu'un manager qui regarde pour rendre des comptes à la hiérarchie, ça devient un manager qui guide, qui inspire aussi. Et donc, avec tous ces nouveaux outils qui arrivent, le manager doit être capable de fédérer ses équipes, de leur expliquer pourquoi est-ce que ces outils sont bénéfiques pour eux et comment est-ce que ces outils vont être adaptés dans leur quotidien et les accompagner à mieux les appréhender pour adhérer, tout simplement. Merci encore une fois pour cette belle réponse, Madame Flan. Nous avons une dernière question de M. Coulibaly Idrissa. Nous allons y répondre et par la suite, nous prendrons donc le mot de fin de Madame Flan et nous pourrons mettre donc fin à ce webinaire qui, je rappelle, a porté sur la transformation digitale sans bien sûr tout casser. M. Coulibaly nous demande, il nous dit, j'ai lu la question, pour une PME qui surveille chaque dépense, la maintenance est souvent perçue comme une charge financière supplémentaire. Ce que j'ai retenu dans cette question, c'est qu'aujourd'hui, certaines entreprises ont pour volonté de pouvoir transformer leur chaîne de traitement de données, mais sont face à un besoin qui est assez limité dans leur budget.
comment est-ce qu'aujourd'hui on pourrait concilier le besoin de personnalisation de ces PME versus la contrainte budgétaire? Je Je réponds. crois ne pas avoir compris cette question. Donc, je réponds. Question de Drissi. Il nous demande